une instance locale qui va assurer vis-à-vis des notaires de la compagnie, c'est-à-dire les notaires du département du Var, un rôle de cohésion entre les notaires, d'une part, assurer une confraternité, et également un rôle de représentation à l'égard des collectivités, et aussi un rôle de formation, puisque la formation est l'un des autres pans de notre profession. On doit assurer la formation des nouveaux collaborateurs, la formation des nouveaux notaires. Donc finalement, la Chambre a trois aspects. La cohésion par rapport aux confrères qui exercent dans une même zone, une représentation par rapport à des autorités de tutelle, le procureur, le président du tribunal judiciaire, collectivité, et puis un rôle également de prospective vers l'avenir avec de la formation. Donc la Chambre joue ces trois aspects et le président de Chambre, du coup, assure cette fonction. Voilà. Alors un primo-accédant, c'est quelqu'un qui va prendre l'initiative de faire l'acquisition d'un bien pour la première fois. Donc en général, le primo-accédant, ça peut être quelqu'un qui est célibataire et qui va profiter d'un contrat à durée indéterminée pour aller solliciter un financement, un crédit, puisqu'il est vrai qu'avec un CDI, évidemment, c'est bien plus difficile d'obtenir un financement extérieur de la part d'une banque. C'est souvent aussi un couple. Donc peu importe la forme d'union, que ce soit un couple de concubins, de partenaires pacsés ou de personnes mariées, c'est un couple qui va se lancer dans un premier achat. Et il est vrai que le premier achat est en général le plus important parce qu'on appréhende, on ne sait pas comment ça va se passer, les méthodes, qu'est-ce que c'est qu'une promesse de vente, qu'une vente, qu'est-ce que c'est que des frais de notaire, comment ça se passe, quelle démarche à faire auprès d'un banquier. Et donc souvent, c'est vrai qu'on parle des primo-accédants parce que le primo-accédant, en général, c'est un actif, c'est quelqu'un qui travaille localement et qui va avoir le désir de s'installer à proximité de son lieu de travail. C'est une grande question, alors ça reste subjectif en fait. Alors est-ce que c'est quand on vient de décrocher son CDI? Parfois oui. Après, il y a les questions du couple, ça c'est un aspect qu'on ne maîtrise pas forcément, parce qu'évidemment le pouvoir d'achat d'un couple n'a rien à voir avec le pouvoir d'achat d'une personne qui vit seule. Donc, est-ce qu'on va se lancer tout de suite dans l'achat d'un bien avec un couple qui est incertain et le risque que du coup, malheureusement, on soit amené à vendre de manière précipitée si jamais il y a une difficulté dans le couple. Voilà, ça c'est assez subjectif. Je pense que le moment idéal en réalité, c'est quand on pense avoir atteint une certaine stabilité au niveau de son travail, stabilité au niveau de la vie familiale et qu'on aspire du coup à commencer à se constituer un patrimoine et ne plus forcément, on va dire, mettre un loyer quelque part à fond perdu. Alors le premier des critères à mon sens, c'est de savoir si vous seriez prêt à l'habiter, le bien. Alors je suis navré, ça peut sembler curieux. Tiens, qu'est-ce qu'il dit ce notaire? Mais en réalité c'est vrai. Je vous dis ça parce que certains ont pu avoir le raisonnement de dire qu'ils achetaient non pas un appartement ou une maison, mais qu'ils achetaient un produit. Vous n'achetez pas un produit quand vous achetez un bien immobilier. Vous achetez un bien dans lequel vous allez vouloir y habiter ou même des personnes qui vont y habiter. Donc évidemment, la question de l'agrément est une question qui est importante. La surface, l'ensoleillement. Donc tout d'abord, l'agrément qui va être procuré par ce bien. On parle de coup de cœur. On peut ne pas avoir un coup de cœur, mais trouver un bien beaucoup d'agréments s'il est bien placé, s'il y a des écoles qui sont à proximité, des services publics, des commerces. Il est en centre-ville, mais finalement il n'y a pas trop de bruit. Je lui trouve cet agrément-là. Après, il y a une autre considération qui est importante, c'est essentiel, indépendamment du prix, qui va aussi aller avec l'agrément, c'est le coût. Le coût, alors pas forcément dans l'achat, mais le coût dans l'usage. Tiens, j'achète un bien en copropriété. Ah oui, mais est-ce que la copropriété est bien gérée? Mon notaire va pouvoir me le dire. Il va analyser des PV d'Assemblée Générale sur les 3 dernières années. Il va voir du coup si la comptabilité de la copropriété est bien tenue. Est-ce qu'il y a des litiges au sein de la copropriété? Mon Dieu, il y a 3 copropriétaires qui ne payent pas depuis des années, c'est effroyable. Les autres payent à leur place. Ce sont des éléments qu'on va pouvoir renseigner à l'égard d'un acquéreur potentiel. Tiens, ce bien vous intéresse, mais sachez avant de signer la moindre promesse que la situation du bien est celle-ci. Donc, l'agrément procuré, le coût à l'usage, la facilité de revente aussi est un élément qui est à prendre en considération. Mais si on part du principe que vous avez estimé que par l'agrément procuré, vous étiez intéressé au point d'acheter, on peut légitimement penser qu'il n'y aura pas d'obstacle non plus à ce que la revente soit relativement facile. Alors le marché s'est un peu calmé, parce que votre question a été très actuelle il y a quelques mois encore, parce qu'on sort de 3 ans à peu près
Avec le Covid, la période post-Covid, on a eu un marché qui était en plein essor pendant 3 ans. Et il est vrai qu'il y avait parfois certains vendeurs qui, sentant une opportunité, étaient tentés finalement de, on va dire, gonfler un peu le prix. On ne sait jamais si ça se vend. Ah bah tiens, ça se vend, on a bien fait. Voilà. Alors le marché s'est un peu calmé. Il y a eu une baisse de volume réelle. On est arrivé à un marché un peu plus raisonnable. Pour autant, est-ce que le prix correspond à la réalité? Différents outils par rapport à ça. Déjà, se faire un avis peut-être par rapport à des annonces. Tout à chacun peut consulter des annonces et comparer. Donc on compare évidemment ce qui est comparable, une surface habitable, une surface de terrain, des équipements. On aura du mal à comparer un appartement en plein centre-ville avec une maison en bordure de la ville, évidemment. Donc il s'agit de comparer des éléments qui peuvent l'être. Ensuite, il y a différents outils qui sont mis à disposition. Les notaires ont accès à une base de données, qui est la base Perval. Donc c'est une base de données qui est alimentée régulièrement par les notaires, que les notaires peuvent consulter et donc ils peuvent délivrer des informations à leur clientèle quand ils sont sollicités sur ces aspects-là. Vous avez également depuis quelque temps une autre base de données accessible par tout contribuable sur l'espace des impôts. Alors on peut consulter une véritable cartographie. C'est intéressant d'ailleurs, hein, ça pose quelques questions en réalité sur la confidentialité, mais chacun peut regarder autour de chez soi, son appartement, sa maison, et voir dans son secteur, et même au-delà, des biens qui ont pu se vendre, à quel prix, et on a un descriptif succinct sur le nombre de pièces, les surfaces, la période à laquelle ça s'est vendu. Et donc c'est intéressant, ça permet de se forger un avis également par rapport à tiens, je suis intéressé par ce bien, mais finalement est-ce que le prix correspond au marché ou pas? Donc on va avoir des références qui ne seront pas forcément les dernières, pas les plus actuelles, mais ça permet également de se forger quelque part un avis dans son fort intérieur si le prix correspond ou ne correspond pas. Après, il y a une autre possibilité aussi, suivant la nature du bien, on peut s'interroger sur une valeur locative, un rendement locatif. Alors, ce n'est pas adapté à tous les types de biens, mais il y a différentes méthodes en réalité pour valoriser un bien. Il y a une méthode par indexation. Tiens, je sais que votre appartement, vous l'avez acheté il y a 4 ans, moyennant tel prix. Je sais que dans votre ville, dans votre quartier, des appartements comparables aux vôtres, ils ont évolué de tant de pourcents chaque année, entre 2019 et 2020, 2020, 2021. Et donc la première méthode d'évaluation, c'est une méthode par indexation. Tiens, j'avais un prix à un instant T, je sais que le prix était juste puisqu'il y a eu une vente. Et donc si on regarde à court terme les fluctuations du marché, on peut arriver comme ça à déterminer un prix et estimer dans quelle fourchette on se situe. Une autre méthode de valorisation, c'est la méthode par comparaison, donc c'est ce qu'on évoquait juste avant. Votre appartement, celui que vous projetez d'acheter et qui vous intéresse, si je sais que l'appartement dans la même copropriété, un étage en dessous, s'est vendu 6 mois à tel prix, et que l'appartement dans la copro d'à côté, construit dans la même période, s'est vendu tel autre, je vais pouvoir me faire quelque part un avis également sur la valorisation de votre futur appartement. Est-ce que c'est juste, pas juste? Et enfin, la dernière méthode, c'est une méthode par capitalisation. Alors, donc pas adaptée à tous les types de biens, mais si je sais que l'appartement que vous projetez d'acheter, il pourra être loué à tel prix, à tel loyer, et que finalement la rentabilité d'un tel bien dans ce secteur, elle est entre 4 et 5%. Si j'ai une certaine idée des charges de copropriété, de la taxe foncière, je vais pouvoir, d'après les loyers, en déterminer d'une certaine manière une méthode d'évaluation. Alors, quelle est la méthode à privilégier entre l'indexation, la méthode comparative et la méthode par capitalisation? Il n'y a pas une méthode qui écrase les autres. En réalité, c'est un regroupement d'informations. Et plus on a d'informations, plus on peut comparer d'éléments, plus on aura un diagnostic qui sera assez précis sur l'évaluation. Je ne cache pas que c'est davantage du ressort du banquier, puisque c'est lui qui va exposer les différents types de prêts susceptibles d'être obtenus. Donc il y a régulièrement des mécanismes de prêts à taux zéro qui sont fonction des ressources du ménage. Il y a eu des prêts à taux zéro qui étaient fonction également de parfois certains bilans énergétiques. Ça a pu être vu par le passé. Maintenant, le législateur a pris une certaine distance par rapport à ça, parce qu'il y avait quelques abus en la matière par rapport au diagnostic de performance énergétique. Ce n'était pas forcément assez objectif, on va dire, dans la délivrance des prêts à taux zéro. Et donc, il ne faut pas hésiter en réalité à faire valoir sa condition de ressources à l'égard d'un banquier pour voir ce qui est proposé. Parce que là encore, ce n'est pas systématique. Le banquier n'a pas forcément pleinement à l'esprit que vous allez pouvoir bénéficier d'un dispositif particulier.
Donc ça, c'est un point qui est à travailler avec le banquier. Il est vrai que le notaire est un peu plus en retrait sur ces questions-là. Le notaire va éventuellement intervenir pour formaliser une garantie pour le compte de la banque. Tiens, j'ai fait un prêt auprès d'une banque. La banque m'a dit que la garantie, c'était non pas une caution, mais que la garantie, c'était ce qu'on appelle un privilège de prêteur de deniers. Alors la terminologie a changé, je veux pas... une forme d'hypothèque quelque part. Tiens, dans ce cas-là, le notaire va intervenir pour formaliser la garantie au profit de la banque. Mais le notaire ne va pas s'immiscer en réalité dans la démarche commerciale entre l'acquéreur emprunteur et le banquier. Là, c'est vraiment entre le banquier et l'acquéreur sur les différents produits qui sont susceptibles de l'intéresser. Déjà bravo, parce que s'orienter vers le notariat, c'est pas une réflexion que tout le monde a, donc bravo. Vous avez différentes voies qui sont possibles. Il y a le parcours universitaire, où on va suivre donc une licence, 3 ans, un master, 2 années supplémentaires, et une fois le master obtenu, on peut s'orienter vers une école de notariat où on va passer des semestralités. Donc on a des différents modules de formation, c'est fait en parallèle avec un stage, relativement long, plusieurs mois. Et à l'issue de ces formations, de ces semestres et de ce stage, on peut être titulaire d'un diplôme supérieur du notariat, ce qui permet, alors vous serez intégré dans une étude bien avant, mais quand on a son diplôme, on peut avoir une qualité de notaire reconnue dans la structure dans laquelle on travaille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a différentes manières d'être notaire. On peut être notaire associé, notaire individuel. On peut postuler pour une création d'études parce qu'il y a régulièrement des créations d'études qui sont organisées par la chancellerie et le ministère de l'économie. Mais on peut aussi, si on n'a pas l'âme d'un entrepreneur, pour autant chercher à devenir notaire, mais au sein d'une structure. Et donc dans ce cas-là, il y a un statut de notaire, du notaire salarié. Et donc on peut être amené à développer sa propre clientèle, exercer même une spécialité en la matière et travailler quelque part avec, on va dire, moins de prise de risque qu'un entrepreneur. Parce qu'aujourd'hui, tenir une étude, c'est une vraie prise de risque. Et en même temps, se satisfaire d'une condition avec un salaire tout de même confortable, un épanouissement dans le travail, des horaires, on va dire, qui ne sont pas forcément ceux d'un chef d'entreprise. Voilà, donc différentes manières d'exercer la profession. Il y a une autre voie, qui est une voie qui est davantage professionnelle, où là, on peut intégrer l'école assez tôt et donc passer des cursus qui seront agrémentés régulièrement de stage et de formation. C'est un BTS notarial, c'est une licence également, licence professionnelle dans le notariat, et ça permet ensuite de rebasculer avec un tronc qui est un peu plus commun et qui permet là encore d'accéder à la profession à terme. Donc différentes voies pour intégrer la profession. Ces voies sont en train d'être uniformisées, donc c'est un grand sujet qui anime la chancellerie et nos instances depuis maintenant 2-3 ans. Donc voilà, mais pour l'instant on en a encore avec ces deux voies-là, voie universitaire et voie professionnelle.